Notre invité politique ce samedi est député LFI de l'Essonne. Bonsoir Antoine Léaumont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Couronnement majestueux, c'est le cas de le dire, pharaonique à Londres, des centaines de millions de personnes devant leur téléviseur. Qu'est-ce que ça fait à un député de la France insoumise ? Vous savez, moi je suis plutôt adepte de 1789, donc... Vous voudriez lui couper la tête déjà, non, alors qu'il vient à peine de recevoir la couronne de Saint-Édouard sur la tête ? Pas lui couper la tête, mais ne pas lui poser la couronne sur la tête. Je suis un républicain, après le peuple britannique est libre de se choisir ses propres institutions, mais d'une manière générale, tout ce faste m'écœure beaucoup. J'ai regardé vite fait quelques images sur Twitter, moi je trouve ça écœurant, tout ce faste. Écœurant. Ouais, écœurant. Écœurant. Oui, parce que quand il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent dans la rue, j'ai l'impression que cet étalage de richesse est très problématique, donne à voir une forme de, pas d'élite, mais d'oligarchie qui détient des richesses qui sont scandaleuses au regard du fait qu'il y a énormément de pauvreté. Mais pourtant, je c'est suis un choqué. roi progressiste, Oui, qui mais est à l'écoute des jeunes, il est quand même très différent. Je parle du côté fasteux, du côté étalage de richesse. Mais cet étalage de richesse qu'on voit là, il existe aussi dans notre société française. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller au Royaume-Uni. Il y a des gens qui sont extrêmement riches dans notre pays, qui n'étalent pas leur richesse de cette manière-là, mais je trouve tout aussi scandaleux cette possession d'une richesse au moment où il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a 2000 personnes qui chaque année dans notre pays meurent dans la rue, et ça n'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient autant de richesse de l'autre côté. Ça n'est peut-être pas la faute des gens extrêmement riches. Précisément si, parce que qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Pour moi, si. Et ça n'est pas de leur faute s'ils ont accumulé des richesses parce qu'ils ont soit eu une idée géniale, soit parce qu'ils ont su moi, j'ai pas de suivre certains schémas de carrière. J'ai pas de problème avec le fait que certaines personnes s'enrichissent, mais vous savez, tenez, on parlait de 1700. Il y a d'ailleurs des gens qui sont extrêmement riches aujourd'hui, qui sont des patrons du CAC 40 ou même pas du CAC 40, qui sont des start-upers et qui sont partis de rien et qui viennent de milieux extrêmement modestes. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. J'ai un gros problème en revanche avec l'héritage. Nous avions d'ailleurs proposé dans notre programme de mettre en place l'héritage maximum pour permettre de redistribuer la richesse et notamment de financer une allocation d'autonomie pour les jeunes qui sont en études. Mais Robespierre disait, puisqu'on est dans 1789, Robespierre disait « Nul ne peut entasser des monceaux de blé à côté de son semblable qui meurt de faim ». Pour moi, ces paroles restent vraies aujourd'hui. C'est vrai, et il s'agit de blé quasi littéralement cette fois-ci. Oui, on peut revenir aussi à certains écrits de la Bible, même avant Robespierre. J'ai un problème avec ça, j'ai un problème avec le fait que des gens accaparent une partie de la richesse considérable et qu'à l'autre bout de la chaîne, il y a des gens qui... Mais ils n'accaparent pas, ils gagnent de l'argent. Parce que précisément, on nous dit... Pour partager la richesse, il faut d'abord en créer. Notre pays n'a jamais été aussi riche. On n'a jamais créé autant de richesse dans notre pays. Et pourtant, il y a aujourd'hui des travailleurs qui n'ont pas assez d'argent pour payer l'intégralité de leurs factures. Parce que les prix de l'électricité augmentent, parce que les prix du gaz augmentent, parce que les prix de l'alimentation augmentent, parce que les prix du pétrole augmentent. C'est pas la personne qui est en jet privé et qui gagne énormément d'argent qui fait que l'électricité est plus chère. Ce qui pèse sur le portefeuille des Français, sur le pétrole, par exemple, sur l'essence, eh bien, ça va directement dans la poche du patron de Total. Et je trouve que c'est un énorme problème. Vous en citez un seul, en l'occurrence. Je vous prends celui-ci. Parce que là, on parle d'énergie. Je pourrais vous faire la liste, mais c'est un problème qu'il y ait des gens dans notre pays qui ne participent pas à la juste mesure, à la juste part d'impôt qu'ils devraient donner, précisément parce que le rôle de l'impôt, c'est la redistribution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui ont l'impression que c'est l'inverse. Il y a beaucoup de Français qui ont l'impression qu'on leur fait les poches à eux et qu'à la fin, ça va remplir les poches des riches. Ça, c'est un problème. En tout cas, on a compris que vous souhaitez un impôt plus grand pour ceux qui gagnent énormément d'argent. Notre proposition sur le sujet, elle est très simple. C'est moins de 4 000 € par mois, vous payez moins. Plus de 4 000, vous payez plus. La CGT ira au rendez-vous proposé par Elisabeth Borne à Matignon le 16 ou 17 mai. Laurent Berger compte s'y rendre aussi. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas. Les syndicats sont libres de leur stratégie de discussion vis-à-vis du gouvernement. On va voir de quoi ils vont discuter, mais en tout cas, pour ce qui concerne la réforme des retraites, l'opposition des syndicats reste ferme. Ils appellent à une journée d'action, toujours dans le cadre de l'intersyndicale le 6 juin. Alors, on nous avait encore promis que l'intersyndicale allait exploser sur cette question. Je constate que le 6 juin, il y aura une journée de mobilisation appelée par l'ensemble des syndicats. Mais là, ils y vont, alors que la dernière fois qu'on les avait invités, ils avaient dit à quoi bon y aller, parce qu'on sait très bien que ce qu'on va nous proposer, ne sera
pas satisfaisant? Précisément, peut-être qu'ils y vont pour voir que c'est pas satisfaisant, pour pouvoir le constater et pour pouvoir le dire ensuite publiquement. Je pense que... Ah, donc c'est de la com. Ils y vont parce que c'est de la com. Elisabeth Borne, elle en fait beaucoup de la com. Donc les syndicats ont le droit d'en faire. On va voir ce qui va sortir de cette réunion. Soit Elisabeth Borne est capable d'entendre des revendications des syndicats, et alors je pense qu'ils le diront. Je pense qu'ils diront on a été entendu sur ça, et ils le diront. Ils font de la politique, la discussion politique de manière honnête avec le gouvernement. Si jamais ils sont pas satisfaits, ils le diront aussi. Mais moi je peux pas, je suis pas devin. Mais en tout cas, ça ne vous choque pas de voir Sophie Binet aller à Matignon le 16 mai à l'invitation de Madame Borne? Ça me choque pas spécialement. Vous y serez pas allé, vous, si on vous avait invité? Avec Madame Borne? Non, mais nous, on est souvent invités à aller avec Madame Borne, mais en règle générale, ils écoutent absolument rien de ce qu'on dit. Donc, alors, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, on rentre dans la pièce, il y a face à vous Madame Borne, qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi. Moi, j'y suis jamais allé, mais c'est généralement Mathilde Panot, notre président du groupe, qui y va. Alors, qu'est-ce qu'elle vous raconte? En général, quand il y a des discussions, il y a des échanges. Bon, ensuite, rien n'est écouté. Et là, dernièrement, nous avons pris la décision, du coup, de ne plus y aller. Ou d'y aller pour dire, voilà, on est venu, au revoir, on s'en va, merci beaucoup. Parce que ce gouvernement, pour ce qui vient de nos propositions à nous, rien n'est jamais ni entendu, ni écouté. Donc, à quoi bon? Je veux dire, c'est pas de la concertation, c'est du monologue. Si jamais c'est Elisabeth Borne qui parle toute seule et puis que quand nous on dit des choses, jamais rien n'est entendu, ça ne sert à rien. Donc on va pas perdre notre temps. Je veux dire, ils nous en font perdre déjà beaucoup, les macronistes à l'Assemblée nationale en ce moment. Alors justement, parlons de l'Assemblée nationale. Vous avez fait une sortie remarquée à l'Assemblée au lendemain des manifs du 1er mai. Manifs d'une violence extrême qui ont conduit à des centaines de blessés, dont 405 policiers et ce policier grièvement brûlé. Vous avez interpellé le gouvernement dans l'hémicycle avec un narratif, j'allais dire, très mélanchonien. Vous avez dit les responsables, c'est vous. Oui. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Parce que les responsables, à la fois du fait qu'il y a des mobilisations, parce qu'il y a une réforme des retraites dont personne ne veut, c'est le gouvernement, c'est Emmanuel Macron et c'est Gérald Darmanin. Et puis l'usage qui est fait des forces de police dans notre pays est un usage qui est très partiel. Vous savez, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a dit que les forces de police sont instituées pour l'avantage de tous, non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et là, on utilise les forces de police, enfin pas moi, mais M. Darmanin utilise les forces de police pour régler des conflits sociaux. Ça n'est pas le rôle de la police. Le rôle de la police, d'ailleurs, dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est de protéger les droits de l'homme et du citoyen. Et pourquoi est-ce que vous dites qu'il utilise les forces de police pour régler les conflits sociaux? Je ne comprends pas. Parce qu'il y a une opposition très ferme à cette réforme des retraites, et cette opposition, on lui met en face une police dont le rôle qui est donné par M. Darmanin, et encore une fois, moi je ne cible pas les policiers, je cible les ordres qui sont donnés. Les ordres qui sont donnés par M. Darmanin, c'est des ordres de répression. Parce qu'il y a des gens dans les manifestations qui se font frapper au sol, qui se font éborgner, qui perdent des mains, qui perdent des testicules. Mais qu'est-ce qu'on doit dire des black blocs qui sont organisés de façon militaire avec mais moi, un suivi vous voyez, c'est ça la différence entre M. Darmanin et moi, c'est que moi, dans mon intervention, j'ai dit un mot pour le policier blessé et pour les blessés manifestants. M. Darmanin, lui, il sépare le peuple et sa police. Or, séparer le peuple et sa police, c'est séparer le peuple et le peuple. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. M. Darmanin n'a jamais eu un mot pour les personnes qui ont perdu un testicule, qui ont perdu un œil, qui ont perdu une main, vous êtes sûr de ça? Qui se sont fait blesser. Jamais un mot. M. Darmanin n'a jamais eu un mot pour les blessés. Et donc, d'une certaine manière, il sépare le peuple et le peuple. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jusqu'où va la contestation, Antoine Léaumont? Jusqu'où ça va? Jusqu'au retrait. Non, mais enfin, ça c'est... Non mais vraiment jusqu'au retrait. Non mais vraiment, je veux dire, on va continuer. Nous, en tout cas, nous, pour ce qui nous comprenez concerne, quand même, on est dans une situation où vous avez 70 millions de Français qui ont vécu 2 années de Covid, qui ensuite ont vécu, comme vous le savez, l'inflation. On regarde les dépenses d'énergie. Vous pensez sérieusement que la France va, comment dirais-je, continuer à se mobiliser contre une réforme qu'une partie ne veulent pas jusqu'au bout, jusqu'à faire plier le gouvernement? Je pense que oui, en tout cas, il faut continuer à essayer parce que cette mobilisation, elle a déjà provoqué énormément de choses sur la politique du gouvernement. Ils n'ont pas été capables d'accueillir Charles III, justement, il n'a pas pu venir en France à cause des mobilisations. Monsieur Macron a dû annuler un certain nombre de déplacements. Il y avait une fois où il n'avait pas pu se rendre au Stade de France et où les gens avaient chanté Macron démission au Stade de France. Il a repoussé sa loi sur l'immigration, il repousse ce qu'il voulait faire sur le SNU. Donc Emmanuel Macron n'arrive plus à gouverner le pays normalement. Je mets des guillemets. Mais parce qu'on a l'impression que quoi qu'il propose, c'est non. Non, c'est que quoi tant qu'il ne retire pas sa réforme des retraites, c'est non. Voilà. Enfin, d'accord, mais on peut jouer à ça si vous voulez. La prochaine loi vous allez dire non non plus. Que ce soit sur l'immigration, la dernière, que ce soit sur... Je vais vous dire, non, attendez, mais voyez bien. Que vos auditeurs sachent bien ce que sont en train de faire les macronistes. La dernière fois,
Ils nous ont pondu un texte, qui va d'ailleurs revenir mardi en hémicycle, sur l'obligation de pavoiser les drapeaux français et européens sur toutes les mairies de France. Bonjour l'urgence du sujet. Voilà, alors... On a un problème d'inflation. Les gens sont opposés à la réforme des retraites. Il y a des questions qui se posent avec la constitution de la Ve République. Mais de quoi on parle? Alors que font les parlementaires dans ce cas-là? Ils boudent l'hémicycle? On a battu ce texte, on l'a battu en commission, en tout cas ce texte sur l'obligation de pavoiser. Mais rendez-vous compte, ça veut dire quoi, l'a battu en commission? On l'a battu, ça veut dire qu'on a gagné sur ce texte. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de le faire passer et on l'a rejeté. Donc quoi qu'il fasse, c'est ce que je dis, quoi qu'il fasse, que ce soit un texte anodin... Ça dépend des sujets. Mais là, en l'occurrence, vous voyez bien le ridicule de la situation. Imaginez-vous, vous êtes un maire d'une petite commune et vous avez un seul mât sur votre mairie. Eh ben, ils vont vous obliger à installer un mât avec 2 drapeaux. C'est ça l'urgence dans notre pays. Je le dis de manière un peu plaisante, mais ça vous dit le ridicule de ce gouvernement aujourd'hui. Antoine Léaumont, est-ce qu'il n'y a pas une autre urgence aussi? C'est au sein de la NUPES qui est en train de s'effriter tout doucement. Alors ça, on nous dit que la NUPES s'effrite sans arrêt et qu'elle se divise. Je ne crois pas. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, précisément, nous sommes unis sur l'essentiel des positions que nous défendons. On va dire que dans 90% des cas, nous défendons les choses de manière conjointe. Évidemment, il y a 10% des cas sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais si on était d'accord sur Donc c'est 90. Si on était ouais, à peu près, mais si on était d'accord. Certains verts, certains indépendants qui vraiment disent si souvent que la LFI est beaucoup trop présente et vous met beaucoup trop de pression. On est plus nombreux et on est souvent très présents. Non, mais en nombre, on est plus nombreux. Oui, donc vous gagnez sur le reste, en fait. Non, c'est pas ça. C'est le vote au doigt levé, donc du coup... C'est ça, c'est qu'on est plus nombreux que les autres groupes de la NUPES. Et donc, une forme de démocratie, en fait. Peut-être qu'il y a... Non, c'est pas ça, mais c'est peut-être qu'on a plus de temps de parole aussi de ce fait-là, qu'on est plus nombreux. Mais maintenant, sur l'essentiel des sujets, nous sommes d'accord. Et d'ailleurs, si on était d'accord sur tous les sujets, il n'y aurait pas de raison d'être dans des organisations politiques différentes. Sans doute qu'on serait dans un même parti. Mais je veux dire une chose sur le sujet. Ça veut dire que tout va bien? Pour moi, oui, les choses vont plutôt bien. Madame la Marquise, alors non, mais maintenant, il y a un enjeu qui est les élections européennes. Je pense qu'aux élections européennes, moi, je défends vraiment le fait que nous fassions une liste commune. Pourquoi? Parce que nous devons afficher au soir des élections européennes le fait que nous sommes la première alternative à Emmanuel Macron. Je pense que nous avons la capacité de gagner l'élection européenne si nous y allons unis. Et je me battrai en tout cas pour que nous y allions de cette manière-là. Et s'il en est autrement, il en sera autrement. Mais je pense qu'il n'y a que les combats qu'on mène pas qu'on perd. Merci beaucoup Antoine Léaumont, je vous en prie. Député LFI, d'avoir été l'invité politique d'Europe 1 Soir Week-end.